La tasse a frappé mon visage avant même que je voie sa main bouger. Et pendant une seconde entière, je n'ai pas senti la douleur. J'ai senti le silence. Celui qui arrive juste avant que tout votre corps comprenne quelque chose que votre esprit n'a pas encore saisi. Puis la brûlure est venue, s'étendant sur ma joue et descendant le long de ma mâchoire. Comme si elle voulait s'assurer que je n'oublierais jamais le son de la voix de Declan juste après. Plate, presque ennuyée, comme s'il corrigeait une erreur que j'avais faite sur une liste de courses. Fais ce que je dis, a-t-il dit, ou sors. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai posé très soigneusement ma main contre le comptoir, je me suis observé. Et je suis allé à la salle de bain pour regarder ce qu'il avait fait. Ce calme, le fait que je ne me sois pas effondré. C'est la partie de l'histoire qui l'a effrayé plus que tout. Bien qu'il ne le comprendrait que bien plus tard. Parce qu'une partie de moi avait déjà commencé à se préparer des semaines auparavant. Même si je ne me l'étais pas encore pleinement avoué, et lui, il ne le savait tout simplement pas. Je m'appelle Clara et 6 heures avant ce moment. J'avais refusé de donner à la sœur de mon mari ma carte bancaire pour la 4e fois ce mois-là. Je veux vous raconter comment un mariage passe d'un jour de mariage à un visage ébouillanté. Parce que cela n'arrive jamais comme les gens le pensent, d'un seul bond dramatique. Cela se produit par centimètres. Et le moment où vous remarquez à quel point vous vous êtes éloigné de là où vous avez commencé. Vous vous retrouvez déjà quelque part que vous ne reconnaissez plus. J'ai rencontré Declan à 26 ans. En travaillant de longues heures dans une agence de marketing en centre-ville. Le genre d'emploi où l'on se dit que l'épuisement est temporaire. Il était charmant de la façon précise dont les hommes confiants sont charmants. Il écoutait comme si vous étiez la seule personne intéressante de la pièce. Et pendant longtemps j'ai cru que c'était rare. Il se souvenait de petits détails de conversation des semaines plus tard. Il arrivait en avance au rendez-vous. Il me faisait sentir que d'être choisi par lui était un accomplissement. Avec le recul, je pense que c'était la première leçon à laquelle j'aurais dû prêter attention. À quel point il était doué pour faire de l'attention un cadeau au lieu de ce qu'elle est finalement. Devenu, une forme de surveillance. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Lors d'une petite cérémonie dans le jardin avec des guirlandes lumineuses et un système de son. Emprunté. Et je me souviens avoir pensé, debout là, que j'avais construit quelque chose de solide. Je ne savais pas encore que solide et contrôlé peuvent se ressembler à s'y méprendre de l'intérieur. Le changement a commencé petit. Pendant notre première année. Declan a commencé à gérer nos finances communes pour que je n'ai pas à m'en inquiéter, disait-il. Et je l'ai laissé faire parce que je lui faisais confiance, parce que j'étais fatigué. Et parce que cela semblait à l'époque un acte d'amour plutôt que le premier mouvement de quelque chose d'autre. Il me questionnait sur mes achats, pas de façon accusatrice, juste avec curiosité au début. D'où venait cette cafetière? Avais-je vraiment besoin d'une 2e paire de chaussures de course? J'ai ri. Je me suis dit qu'il était simplement prudent avec l'argent. Ce que je n'ai pas remarqué, pas pendant longtemps. C'est que la prudence ne s'appliquait jamais qu'à moi. Ses propres dépenses n'étaient jamais ouvertes à discussion. Et lentement, sans jamais l'annoncer comme une règle. Il est devenu le seul dans notre maison à pouvoir poser des questions sans jamais y répondre. Lui-même. Ce n'était pas seulement l'argent. Quelque part au cours de cette 2e année. J'ai remarqué que mon cercle d'amis s'était discrètement réduit. Non pas parce que Declan m'avait jamais dit d'arrêter de voir qui que ce soit. Il était trop prudent pour cela, trop conscient de la façon dont cela sonnerait à voix haute. Au lieu de cela, les projets se compliquaient. Il semblait fatigué ou distant les jours où je mentionnais sortir. Où il me rappelait gentiment que nous n'avions pas passé beaucoup de temps ensemble récemment. Et je me sentais assez coupable pour annuler. Mon ami Foster était la seule exception dont il n'avait jamais réussi à me convaincre. Surtout parce qu'elle ne lui laissait jamais d'ouverture. Elle débarquait simplement à mon bureau à l'heure du déjeuner sans prévenir et m'emmenait quelque part pendant 1 heure, sans négociation. J'avais l'habitude de penser que c'était de la spontanéité de sa part. Maintenant je comprends qu'elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas encore voir moi-même. Notre voisine d'à côté,
une femme plus âgée nommée Marne, qui entretenait un jardin impeccable et remarquait tout, me faisait signe par-dessus la clôture certains matins pendant que je rentrais les poubelles. Et une fois, peut-être un an après le mariage, elle a dit quelque chose d'anodin que j'ai balayé d'un revers de main à l'époque. Elle a mentionné qu'elle pouvait parfois entendre des voix élevées dans notre cuisine après la tombée de la nuit, surtout celle de Declan, et m'a demandé gentiment si tout allait bien. Je lui ai dit que ce n'était que le stress du travail. Je me souviens être allé au magasin ensuite et m'être senti embarrassé. Comme si elle m'avait prise en faute, bien que je n'aurais pas pu dire en quoi. Avec le recul, c'était probablement la première fois que quelqu'un extérieur à notre maison avait remarqué quelque chose avant que je me permette de le remarquer. Et ce ne serait pas la dernière fois que l'attention discrète de Marne compterait. Marissa, sa sœur cadette, est entrée plus fortement dans le tableau une fois que nous étions mariés depuis environ 3 ans. Elle était magnétique à sa façon. Bruyante, drôle, toujours au milieu d'une nouvelle aventure. Un studio de fitness boutique une année, une gamme de soins de la peau en ligne l'année suivante. Declan l'adorait sans critique. De la façon dont les frères et sœurs aînés le font parfois lorsqu'ils ont passé leur enfance à protéger une sœur cadette de quelque chose dont aucun des deux ne parlait beaucoup. J'ai respecté cette loyauté au début. J'ai même aimé Marissa. Elle était facile à faire rire, généreuse en compliments. Le genre de personne qui rendait une pièce plus chaleureuse simplement en y entrant. Il m'a fallu plus de temps qu'il n'aurait dû pour remarquer que chaque visite qu'elle faisait chez nous se terminait par une demande. Et chaque demande avait un montant en dollars attaché. Cela a commencé par de petits prêts. 2 cents dollars pour un ordinateur portable cassé, 4 cents dollars pour un trou temporaire dans le loyer. Chaque fois, Declan me demandait gentiment si nous pouvions l'aider. Et chaque fois je disais oui parce que refuser semblait mesquin quand les montants étaient petits et que l'histoire était toujours touchante. Mais les demandes n'ont pas resté petites et elles ont cessé d'être présentées comme des prêts. À la 4e année de notre mariage, Marissa ne demandait plus à emprunter. Elle demandait directement ma carte bancaire. Pas celle de Declan. La mienne. La première fois qu'elle a demandé, j'ai ri en pensant que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Elle avait besoin de passer quelque chose pour son entreprise de soins de la peau, a-t-elle dit. Un fournisseur qui n'acceptait qu'une carte spécifique, et cela serait remboursé dans la semaine. J'ai dit non soigneusement, de la façon dont on dit non à quelqu'un que l'on ne veut pas contrarier. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Declan, debout dans l'embrasure de la porte, n'a rien dit à ce moment-là. Ce que j'ai compris plus tard comme un message en soi. Que son silence n'était jamais neutre. C'était toujours un vote, et il n'était jamais en ma faveur. La 2e et la 3e fois qu'elle a demandé, au cours des 2 mois suivants. J'ai dit non à nouveau. Et chaque fois, la température dans notre maison a un peu plus baissé. Declan a commencé à faire des commentaires, non pas sur l'argent directement, mais sur le fait que je ne facilitais jamais les choses. Que la famille devrait prendre soin de la famille. Que j'agissais comme si chaque dollar de notre maison m'appartenait seul à garder. Une fois, après un dîner particulièrement tendu, il m'a dit que je devenais quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Quelqu'un de froid et de calculateur. Et je me souviens d'avoir passé cette nuit-là éveillé en me demandant s'il avait raison. Je veux être honnête avec vous. Il y a eu des nuits où j'ai failli céder juste pour faire cesser la tension. Je pense que c'est le piège dans lequel la plupart d'entre nous tombent. L'érosion lente ou préserver la paix commence à sembler plus urgent que de se préserver soi-même. Ce que je n'ai pas dit à Declan, ce que je n'avais encore dit à personne. C'est que 3 semaines avant que ce café ne soit jamais versé, j'avais remarqué quelque chose dans notre relevé joint qui ne collait pas. Un virement sortant de notre compte d'épargne partagé, 1100 dollars, daté d'un mardi, dont je me souvenais clairement parce que j'avais travaillé à la maison toute cette semaine-là et que je n'avais jamais quitté mon bureau pour autoriser quoi que ce soit. J'ai regardé longtemps cette ligne. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 5 ans de mariage. J'ai discrètement ouvert un compte séparé à mon nom seulement. Y ai déplacé un petit coussin de mon propre salaire au cours des semaines suivantes.
Et j'ai commencé à tenir un dossier privé de capture d'écran. Je me suis dit que je réagissais probablement de façon excessive. J'ai gardé le dossier quand même. Cet instinct. Celui qui vous pousse à commencer à rassembler des preuves avant même d'être sûr de ce pourquoi. Vous construisez un dossier, et quelque chose que j'ai appris à faire entièrement confiance depuis. Une partie de moi avait déjà compris, avant que mon esprit conscient ne rattrape. Que je n'étais pas paranoïaque. J'étais préparé. Je l'ai même mentionné une fois à Foster, soigneusement, autour d'un café. En le présentant comme une blague. Juste au cas où j'aurais un jour besoin de prouver que je ne suis pas folle, et elle n'a pas ri. Elle m'a simplement demandé de lui envoyer des copies aussi. Au cas où quelque chose arriverait à mon téléphone. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait dire par là. Je pense que je le savais déjà. Le matin du café s'est produit un jeudi ordinaire. Marissa était passée sans prévenir, ce qui n'était plus inhabituel à ce moment-là. Et elle a demandé ma carte une 4e fois, cette fois avec plus d'urgence. Une échéance de fournisseur, a-t-elle dit. Une urgence professionnelle. Toujours quelque chose qui faisait sonner la demande comme une crise plutôt qu'une habitude. J'ai dit non. Calmement, de la façon dont j'avais appris à le dire. De la façon qui ne me coûtait rien en surface et tout en dessous. Le visage de Marissa s'est crispé, et elle a regardé au-delà de moi vers Declan. Qui se tenait près de la cafetière. Et quelque chose est passé entre eux dans ce regard que j'ai compris, même alors. N'était pas la première fois qu'il l'échangeait. Il n'a pas crié. C'est ce que les gens comprennent mal à propos de moments comme celui-ci. Ils imaginent des cris, du chaos, quelque chose d'assez fort pour s'expliquer plus tard. Ce qui s'est passé à la place a été silencieux et rapide. Il a pris sa tasse, fraîchement versée, encore fumante, et l'a jetée, non pas contre le mur. Contre moi. Le café a frappé ma joue et ma mâchoire. Et la céramique a heurté ma clavicule avant de se briser contre le sol. Et puis est venue la phrase que je me souviendrai avec une clarté totale pour le reste de ma vie. Fais ce que je dis ou sors, dite sans chaleur, sans excuse se formant derrière. Comme s'il énonçait simplement un fait qu'il s'attendait à ce que j'accepte. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré devant l'un ni l'autre. Je suis passé devant Marissa, devant la céramique brisée sur le carrelage. J'ai pris mes clés et je me suis conduite moi-même aux urgences. Je me souviens d'avoir serré le volant de ma main non blessée, mon visage battant. Et d'avoir ressenti quelque chose qui m'a surprise. Pas de la dévastation, mais de la clarté. Une sorte de froid, de concentration, de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Comme si une partie de moi avait attendu longtemps la permission d'arrêter enfin de prétendre que tout allait bien. À l'hôpital, une infirmière nommée Perpetua. Une femme plus âgée aux mains sûres et à la voix plus sûre encore. A nettoyé la brûlure sur ma joue et ma mâchoire, photographié la blessure sous plusieurs angles. Et documenté l'échymose de la clavicule qui se formait sous mon col. Elle m'a posé les questions. Standard avec douceur, sans jugement, et quand j'y ai répondu honnêtement. Elle n'a pas tressailli ni précipité mes paroles de la façon dont je m'y attendais à moitié. Elle m'a demandé clairement si j'étais en sécurité pour rentrer chez moi. Je lui ai dit la vérité. Je ne savais pas encore, mais j'avais l'intention de le découvrir. Elle m'a donné un dossier avec des copies de tout, les photographies, les notes de traitement. Une chronologie imprimée avec la date et les heures clairement estampillées en en-tête. Et m'a dit d'une voix qui m'est restée pendant des semaines qu'une documentation comme celle-ci avait tendance à correspondre à plus que ce que les gens attendaient plus tard. Quand ils en avaient le plus besoin. J'ai tenu ce dossier sur mes genoux pendant tout le trajet du retour. Et pour la première fois depuis des mois. J'ai senti que je tenais quelque chose qui m'appartenait vraiment. Quand je suis rentré. Declan était assis à la table de la cuisine comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. En faisant défiler son téléphone. Il a levé les yeux, presque agacé, et m'a demandé où j'avais été. Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert mon coffret à bijoux. J'ai sorti mon alliance et je l'ai posée sur la table de la cuisine devant lui sans un mot. Il l'a regardé, puis m'a regardé,
Et pour la première fois depuis que je le connaissais. J'ai vu quelque chose comme de l'incertitude traverser son visage. Une petite fissure dans le sang-froid qu'il portait toujours comme une armure. Il a demandé ce que je pensais faire. Je lui ai dit que je partais rester chez une amie quelques jours pour réfléchir. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà le numéro d'une avocate enregistré dans mon téléphone. Donné des semaines plus tôt par une collègue qui était passée par quelque chose de similaire. Et que j'avais l'intention de l'appeler avant le coucher du soleil. Je suis resté chez Foster cette première semaine. Elle m'a laissé m'asseoir à sa table de cuisine avec mon ordinateur portable et mon dossier d'hôpital et ne m'a pas poussé vers aucune décision. Elle n'a pas joué l'indignation en mon nom. Elle a simplement fait de la place pour que je pense clairement pour la première fois depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. C'est là, 3 jours après le café, que j'ai enfin ouvert l'application bancaire complètement et que je suis allé plus loin que jamais. Auparavant, en tirant 6 mois de relevé au lieu du coup d'œil habituel que je leur donnais. Ce que j'ai trouvé n'a pas seulement confirmé les $1100 que j'avais déjà remarqués. C'était pire, et c'était plus grand. Et le nom de Marissa y était écrit partout d'une façon que je n'avais pas anticipée. Il y avait 4 virements sur 5 mois, totalisant un peu moins de $7000. Sortis de notre compte joint vers un compte que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai finalement retracé les informations de routage avec l'aide du service de fraude de la banque, cela a mené à un compte professionnel sous le nom de l'entreprise de soins de la peau de Marissa. Les mêmes faveurs temporaires qu'elle m'avait demandées directement. Sauf qu'elle et Declan avaient cessé d'attendre mon autorisation entièrement. Declan, en tant que cotitulaire du compte, avait les identifiants de connexion enregistrés sur un ordinateur familial partagé. Et les conclusions préliminaires du service de fraude montraient que les virements avaient été initiés depuis cet appareil, autorisé avec son propre identifiant plutôt que le mien. Ce qui signifie que je ne les avais jamais approuvés. Que je ne les avais même jamais vus jusqu'à ce que j'aille chercher. Ce n'était pas un moment dramatique de signature forgée. C'était plus simple et d'une certaine façon pire. Il avait simplement utilisé l'accès qu'il avait déjà, discrètement pendant des mois. En supposant que je ne regarderais jamais assez attentivement pour le remarquer. Je suis resté longtemps avec cette découverte avant de faire quoi que ce soit. Non pas parce que je doutais de ce que je regardais, mais parce que je voulais être sûr de comprendre toute la forme de la chose avant d'agir. C'est une leçon que j'avais apprise à la dure pendant 5 ans. Quand on a affaire à des gens qui ont passé aussi longtemps à tester jusqu'où vous tolérez, votre premier vrai mouvement doit être votre meilleur. Parce que vous avez rarement une seconde chance d'être pris au sérieux. J'ai rencontré l'avocate, une femme nommée Yolanda, 2 jours plus tard. Elle était sans précipitation et précise. Le genre de personne qui vous fait sentir que le sol sous vos pieds est enfin solide à nouveau. J'ai apporté le dossier d'hôpital, les relevés bancaires. Les captures d'écran que j'avais discrètement collectées pendant des semaines avant même l'incident. Du café. Elle a tout examiné méthodiquement, posant des questions tranchantes et précises. Et à un moment, elle a levé les yeux vers moi et a dit quelque chose que j'ai gardé depuis. Vous saviez déjà que cela arrivait. La plupart des gens attendent qu'il soit trop tard pour commencer à se protéger. Vous ne l'avez pas fait. Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais elle avait raison. Un instinct en moi construisait un dossier bien avant que j'admette consciemment que j'en avais besoin. Yolanda m'a aidé à déposer une demande d'ordonnance de protection cette même semaine. Citant la blessure documentée et le schéma de coercition financière qui y était lié. Et elle a signalé les virements non autorisés aux enquêteurs internes de fraude de la banque, qui ont ouvert leur propre enquête séparée de toute procédure pénale. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de Yolanda, qui m'a demandé si je voulais être présenté chez Foster. Je lui ai dit que oui. Elle m'a ensuite demandé si je voulais être présenté chez Declan. Je lui ai dit que oui. Elle a ensuite demandé si je voulais être présenté chez Declan. Je lui ai dit que oui. Je veux être prudente ici parce que je sais comment ces histoires sont parfois racontées avec plus de certitude que la réalité ne le permet. L'enquête de la banque a pris des semaines, pas des heures. Et l'ordonnance de protection a d'abord été accordée à titre temporaire, en attendant une audience. Mais même cette ordonnance temporaire a représenté quelque chose d'énorme pour moi. Cela signifiait que Declan ne pouvait pas me contacter, ne pouvait pas se présenter chez Foster. Ne pouvait pas m'acculer dans un parking pour discuter des choses.
Ce que je savais après 5 ans de mariage être exactement ce qu'il aurait essayé. Marissa a essayé de me joindre 2 fois cette première semaine, non pas pour s'excuser, mais pour expliquer. Comme s'il existait une version de l'histoire où déplacer discrètement de l'argent hors de mon compte sans me le dire n'était qu'un malentendu familial. Je n'ai répondu à aucun des 2 appels. Yolanda m'avait déjà dit clairement que tout contact direct avec elle, même quelque chose qui semblait inoffensif, pouvait compliquer l'enquête pour fraude plus tard. Et pour une fois dans ma vie, je n'ai pas laissé la culpabilité me convaincre de faire quelque chose que je savais ne pas être intelligent. Laisser ce silence sans réponse a été plus dur que je ne l'attendais. C'était aussi la première fois depuis des années que je prenais une décision concernant cette famille purement sur la base de ceux qui me protégeaient. L'audience a eu lieu environ 3 semaines après le café. Je me suis tenu dans une salle d'audience qui sentait le vieux tapis et le café rassis. Une ironie qui ne m'a pas échappé. Et j'ai regardé l'avocat de Declan essayer de présenter l'incident comme un accident. Une tasse qui avait glissé. La documentation de l'infirmière Perpetua a fait s'effondrer cet argument presque immédiatement. Les motifs d'ébouillantage et les contusions contondantes d'un objet lancé ne se lisent pas de la même façon qu'un déversement accidentel. Et les notes médicales le disaient dans un langage trop précis pour être contesté. Ce à quoi je ne m'étais pas attendu, c'était Marne. Foster l'avait contacté des semaines plus tôt après que j'eus mentionné son intervention anodine. Et elle avait accepté de soumettre une déclaration écrite décrivant le schéma de voix élevées qu'elle avait entendu au fil des ans. Ainsi que l'après-midi précis du café où elle m'avait vu quitter la maison en tenant mon visage et monter seule dans ma voiture. Elle n'avait pas voulu s'impliquer, m'a-t-elle dit ensuite. Mais elle n'avait pas non plus pu s'empêcher de penser à ce jour. Mon propre récit, corroboré par la chronologie de ce dossier et maintenant par une voisine qui avait discrètement suivi plus de choses que je n'avais jamais su, a tenu sous le questionnement d'une façon en laquelle je n'avais pas entièrement confiance jusqu'à ce que je m'entende répondre à chaque question sans hésitation. Le juge a accordé une ordonnance de protection complète prolongée d'1 an, avec un examen formel par la suite. Ce n'était pas le moment dramatique de coups de marteau que l'on voit dans les films. C'était plus calme que cela et d'une certaine façon plus satisfaisant. Une salle pleine de gens s'accordant simplement, sur la base de preuves, que ce qui m'était arrivé était arrivé et que cela comptait. La pièce financière a mis plus longtemps à se dérouler. Et c'est la partie de l'histoire qui m'a surprise même moi. Une fois que le service de fraude de la banque a terminé son examen et confirmé les virements non autorisés, ils ont gelé entièrement le compte joint en attendant une vérification supplémentaire, ce qui signifiait que Declan perdait l'accès aux fonds qu'il avait discrètement déplacés pendant des mois. Fonds qui, comme il s'est avéré, n'allaient pas seulement à l'entreprise de Marissa. Environ $2000 de ce que j'ai retracé étaient allés vers une ligne de crédit personnel séparée que Declan avait ouverte sans me le dire et qu'il avait utilisée, entre autres choses, pour couvrir un dépôt de garantie sur un appartement. Je ne savais pas qu'il regardait des appartements. Quand j'ai demandé à Yolanda ce qu'elle pensait que cela signifiait, elle a seulement dit que les gens ne louent généralement pas d'appartements en secret à moins qu'ils ne planifient déjà leur prochain mouvement. Et que dans des cas comme le mien, il n'était pas rare que le conjoint contrôlant construise discrètement sa propre stratégie de sortie. Une qui supposait que je n'aurais nulle part où aller et aucune preuve sur laquelle m'appuyer quand il partirait. Il n'avait pas prévu que je parte en premier avec les papiers déjà entre mes mains. Il y avait quelque chose de presque étourdissant dans cette réalisation. Que pendant que j'avais passé des semaines à construire discrètement un dossier, il avait passé la même période à construire discrètement une voie de sortie. Chacun de nous supposant que l'autre n'avait aucune idée de ce qui arrivait. L'entreprise de Marissa n'en est pas non plus sortie indemne. Une fois que l'enquête pour fraude a fait surface via le dépôt au tribunal, 2 de ses véritables partenaires commerciaux, des gens que je n'avais jamais rencontrés et qui avaient investi de l'argent réel dans sa gamme de soins de la peau, ont remarqué des irrégularités dans les livres qui correspondaient à la même période que les virements et ont lancé leur propre audit interne.
Je ne sais pas exactement comment cela s'est terminé pour elle financièrement. Je sais seulement de seconde main que l'entreprise a discrètement cessé ses activités dans l'année. Je n'ai orchestré rien de tout cela. Je n'en avais pas besoin. Une fois qu'un fil est tiré dans une situation comme celle-ci, il a tendance à se dérouler plus de lui-même que les gens ne s'y attendent. Parce que les gens qui ont coupé les coins ronds dans une partie de leur vie sont rarement prudents. Partout ailleurs. Les parents de Declan, à leur crédit, ne se sont pas ralliés autour de lui de la façon dont je m'y attendais à moitié. Sa mère m'a appelé environ 6 semaines après que tout soit sorti, sa voix tremblante. Et m'a dit qu'elle n'avait aucune idée à quel point les choses étaient devenues mauvaises. Bien qu'elle ait admis discrètement, presque comme une confession, qu'elle avait toujours trouvé quelque chose de troublant dans la façon dont Declan contrôlait étroitement l'argent du foyer. Même adolescent, il gérait son propre argent de poche avec une rigidité qui semblait moins de la responsabilité que de la peur de perdre le contrôle. Elle m'a dit qu'elle avait essayé une fois, des années plus tôt, d'en parler doucement avec lui et qu'il avait fermé la conversation si complètement qu'elle n'avait plus jamais abordé le sujet. Je regrette, a-t-elle dit, un regret qu'elle avait porté discrètement depuis. Elle ne l'a pas défendu. Elle m'a demandé si j'allais bien. Cette question de sa part a compté plus pour moi que je ne m'y attendais. Et ce fut le début d'une relation avec mon ancienne belle-mère qui, étrangement, a survécu au mariage lui-même. Nous parlons encore la plupart des mois et elle ne m'a jamais demandé une seule fois d'adoucir la façon dont je décris ce qui s'est passé. Quelque part pendant ces mois d'attente des audiences et des examens bancaires, j'ai repris du travail en freelance. Le genre de conseil en marketing que j'avais laissé s'éteindre des années plus tôt parce que Declan trouvait toujours une raison pour que cela ne vaille pas mon temps. Trop d'heures, trop peu de retours, mieux employés, disait-il, à faire tourner notre foyer en douceur. Mon premier client est venu d'une recommandation via Foster, une petite boulangerie locale ayant besoin d'aide pour sa présence sur les réseaux. Et terminer ce projet, voir de l'argent arriver sur un compte portant uniquement mon nom, a fait quelque chose pour moi que je n'attendais pas d'un tableur. Cela m'a rappelé que j'avais une version de moi-même qui existait avant lui et qu'elle était toujours là, simplement sous-utilisée. Au troisième client, j'avais recommencé à tenir un petit carnet d'idées, comme je le faisais dans mes 20 ans, avant de laisser cette habitude s'éteindre discrètement sans jamais décider d'arrêter. J'ai aussi recommencé à dormir toute la nuit, quelque part vers le 3e mois. Ce qui semble une petite chose jusqu'à ce que vous ayez passé des années sans réaliser à quel point vous en obteniez réellement peu. Foster l'a remarqué avant moi. Elle a mentionné un matin que j'avais l'air de moi-même à nouveau. Et je me souviens de ne pas avoir su exactement ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce que je surprenne mon propre reflet plus tard dans la journée et que je comprenne. Au moment où le divorce a été finalisé 5 mois après le café, j'ai conservé la maison dans le cadre du règlement. L'acompte était venu du côté de ma famille. Et une fois que cela a été documenté aux côtés des conclusions de mauvaise conduite financière, mon avocate a pu négocier qu'elle soit entièrement mienne. Bien que cela ait pris 2 tours de médiation pour y arriver, pas une décision n'est unique. L'ordonnance de protection a été prolongée de 2 années supplémentaires après une audience de révision ou plusieurs tentatives indirectes documentées de Declan pour me joindre via des amis communs malgré l'ordonnance existante ont été présentées comme preuve de risque continu. Marissa, d'après ce que j'ai entendu par des gens qui gardent encore un œil lâche sur cette famille, a déménagé hors de l'État peu de temps après que son entreprise ait plié. Declan n'a pas perdu son emploi de la façon dont on pourrait s'y attendre d'un film. Il n'y a pas eu de licenciement dramatique. Son employeur l'a placé en révision interne une fois que l'ordonnance de protection est devenue partie du dossier public. Et au début de l'année suivante, il avait discrètement quitté l'entreprise. Je n'ai jamais eu l'histoire complète de la façon dont cette conversation s'est déroulée. Et honnêtement, j'ai cessé d'avoir besoin de le savoir. Je ne prétendrai pas que chaque partie de cela s'est résolue aussi proprement qu'il pourrait le sembler en regardant en arrière. Certaines choses sont allées dans mon sens plus vite que je ne m'y attendais. D'autres ont pris bien plus longtemps que j'avais de patience.
L'examen bancaire seul a traîné pendant près de 2 mois où je ne savais même pas ce que dirait. Les conclusions finales. Et certaines choses n'ont jamais semblé des victoires du tout. Juste des fins silencieuses à des choses qui comptaient autrefois pour moi. Je pense que c'est plus proche de la vérité que n'importe quelle histoire où tout tombe parfaitement en place. J'ai croisé Marissa une fois, environ 8 mois après que tout soit terminé. Dans le parking d'un magasin d'alimentation à 2 villes de là où l'une ou l'autre d'entre nous avait vécu. Elle avait l'air différente, fatiguée d'une façon que je ne lui avais jamais vue auparavant. La confiance qui remplissait autrefois une pièce notablement absente. Elle a commencé à dire quelque chose, mon nom peut-être, et j'ai simplement hoché la tête une fois. Le genre de hochement que l'on donne à un étranger, et j'ai continué à marcher vers ma voiture. Je n'ai pas ressenti de triomphe à ce sujet. De la façon dont j'aurais pu l'imaginer des années plus tôt. J'ai surtout juste senti que c'était fini. De la façon dont on sent qu'un chapitre d'un livre est fini et qu'on n'a pas besoin de le relire. Il n'y a pas eu de scène, pas de voix élevées, pas de derniers mots échangés. Juste 2 femmes dans un parking qui avait autrefois été de la famille marchand dans des directions opposées. Je pense parfois à ce matin-là, debout au comptoir avec le café brûlant le long de mon visage. Et ce qui me frappe le plus avec le recul, ce n'est pas la douleur. C'est à quel point j'étais calme. Je n'ai pas crié. Et pendant longtemps. Je me suis demandé si cela signifiait que quelque chose n'allait pas chez moi. N'aurais-je pas dû être hystérique, brisé, incapable de fonctionner? Mais j'en suis venu à comprendre que mon calme n'était pas de l'engourdissement. C'était de la reconnaissance. Une partie de moi se préparait déjà à ce moment exact depuis des mois, discrètement, sans se l'avouer pleinement. Et quand il est enfin arrivé, j'ai simplement exécuté le plan que l'instinct avait déjà construit. J'ai toujours ce dossier que Perpetua m'a donné à l'hôpital. Je le garde dans un tiroir que je n'ai plus jamais à ouvrir, mais je sais exactement où il est. Certaines nuits. Je pense à la version de moi-même qui a failli remettre cette carte bancaire juste pour préserver la paix. Et je ressens quelque chose entre la tristesse et la gratitude. Tristesse pour la proximité à laquelle je suis venu de disparaître dans le confort de quelqu'un d'autre. Et gratitude qu'une partie silencieuse ait têtu de moi et refusé de laisser cela se produire. La nuit où le divorce a été finalisé. Je me suis assise seule dans la cuisine où tout avait commencé. Dans une maison qui était enfin légalement entièrement mienne. Et je me suis préparé une tasse de café. La même marque, la même étagère à tasses. Rien de dramatique dans le choix, juste un rituel ordinaire du soir. Je refusais de laisser un après-midi me l'enlever définitivement. Je suis resté longtemps à cette table, sans rien faire de particulier. Juste en laissant le calme s'installer autour de moi de la façon dont il n'avait pas pu le faire. Pendant des années. Ce n'était pas exactement un sentiment de triomphe. C'était plus stable que cela. Cela ressemblait à expirer après avoir retenu mon souffle plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Marne me fait toujours signe par-dessus la clôture. Bien que ce soit une clôture différente maintenant à la même maison. Parce que je suis toujours là et Declan ne l'est pas. Elle m'a apporté des tomates de son jardin l'été dernier et m'a demandé soigneusement comment j'allais. Et je lui ai dit la vérité, que la plupart des jours je vais bien. Que certains jours le souvenir me surprend encore dans l'allée d'un magasin ou pendant une publicité. Pour du café. Mais que je ne regrette aucune des décisions silencieuses que j'ai prises dans les semaines qui ont suivi. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Et je n'ai pas su quoi faire de cela pendant un moment parce que j'avais passé tant d'années à me faire dire d'une façon ou d'une autre que j'étais trop ou pas assez. Fier était un mot nouveau à entendre dirigé vers moi. Et j'ai décidé que je voulais l'entendre plus souvent. Je ne sais pas comment terminer une histoire comme celle-ci sauf par une question. Parce que je pense que la vraie fin n'est pas la mienne à écrire. C'est celle que chacun d'entre vous emporte avec soi après avoir fermé cette vidéo. Alors, laissez-moi vous poser ceci. Si vous étiez assis là où j'étais assise, le café brûlant encore sur votre peau, l'alliance dans votre paume, auriez-vous su à ce moment-là exactement ce que vous valiez?